Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Vous êtes très nombreux à avoir attendu ce moment avec impatience, et moi la première, pour cette première de la saison au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand, toujours à 14h, mais dans un format plus ramassé. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Vous êtes en pleine forme. C'est un plaisir partagé. Je signale à nos auditeurs, pour ceux qui voudraient aller voir sur Internet, que notre Anissa est rentrée bronzée, rayonnante. C'est une joie de vous retrouver après ces 8 semaines de rediffusion. Je sais, parce que ceux que j'ai croisés cet été me l'ont dit, je sais que nombre d'entre vous en ont profité pour écouter des émissions qui, durant l'année, leur avaient échappé. Nous attaquons donc cette nouvelle saison avec un rendez-vous d'1 heure, ce qui ne veut pas dire loin de là que nous abandonnions la page patrimoine. Dès aujourd'hui, Clémentine Portier-Kaltenbach sera fidèle au poste, ainsi que Lorena Martin, pour nous accompagner sur les pas de Madame Elisabeth. Et oui, parce qu'en effet, c'est la petite sœur de Louis XVI que vous avez choisi de nous raconter cet après-midi. Oui, une femme vraiment hors du commun, vous allez voir ça. On a trop souvent tendance à la renvoyer aux notes en bas de page. Vous savez, c'est une très belle personne que cette Élisabeth de France, sœur de Louis XVI. Louis XVI avait un frère aîné qui est mort jeune, 2 petits frères qui deviendront plus tard les rois Louis XVIII et Charles X, et puis 2 petites sœurs. Eh bien, nous allons retrouver la plus jeune dans un instant. Et après quoi, vous recevrez Alexandra de Broca, auteure de La Sœur du Roi, paru juste avant l'été chez Albin Michel. Oui, Alexandra de Broca qui dépoussière l'image que l'on pouvait avoir d'Élisabeth. Un mot, chère Anissa, pour tous ceux qui nous ont quittés durant cet été 2017. Alors, nous venons d'apprendre ce matin avec douleur la disparition de Mireille d'Arc, si peu de temps après celle de Jeanne Moreau et de Claude Rich. Ai-je besoin de vous rappeler par ailleurs le décès de Madame Simone Veil? Plusieurs des fidèles de notre émission, de véritables piliers, disons-le, nous ont quittés cet été. Le grand critique gastronomique Christian Millot, qui était un animateur historique d'Europe 1, personne ne l'a oublié. Nous lui rendrons hommage mercredi, ainsi qu'au chantre de notre histoire nationale, Max Gallo. Et puis, bien sûr, l'ami Gonzague Saint-Brie, auquel des milliers de personnes sont venues dire adieu hier à la Forêt des Livres. J'ai encore dans l'oreille les propos bouleversants de notre ami commun Yann Kefelec. Nous évoquerons ces grands disparus mercredi lors d'une émission spéciale. Pour le moment, place au XVIIIe siècle et à la plus remarquable de ses princesses. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Quelqu'un que je ne nommerai pas me disait « Oh là là, Madame Elisabeth, oh ça sent la naphtaline, quelle erreur !» Qui a osé? Eh oui, on a cette image d'une princesse bien sûr très charitable et confite en dévotion, mais un peu trop sage et peut-être ennuyeuse. Une princesse, disons, un peu secondaire, effacée derrière les figures de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X. Et puis bien sûr, derrière la figure très, très présente de sa belle-sœur, Marie-Antoinette. Et pourtant, que ce soit sous la plume de sa récente biographe Anne Bernet ou sous celle de notre invitée Alexandra de Broca, que ce soit à travers les documents très nombreux qui nous sont parvenus sur elle, Madame Elisabeth se révèle infiniment riche. La demoiselle un petit peu en marge cache en réalité une femme très forte, le membre sans doute le plus lucide de cette famille maudite, si je puis dire, et elle cache même peut-être une amoureuse. Elle est née le 3 mai 1764 à Versailles, fille donc du dauphin Louis, le fils de Louis XV et de Marie-Joseph de Saxe. Elle est donc la petite fille du roi régnant, du roi Louis XV, et dès le départ, il a l'air assez évident qu'elle ne sera pas vouée au premier rôle. D'ordinaire, la naissance d'un potentiel héritier du trône jetait Versailles dans l'émoi, raconte Anne Bernet, mais avec 3 fils vivants, sans parler d'une fille, Clotilde, Marie-Joseph avait en principe assuré l'avenir de la dynastie. On ne jugea pas utile de déranger le vieux roi, et l'on attendit son réveil pour l'informer de l'heureuse délivrance de sa bru. Ça commence mal, si je puis dire, et très tôt, la vie de cette petite princesse est marquée par la tragédie, puisque son père va mourir encore jeune de la tuberculose. Elle n'a qu'1 an, elle ne s'en souviendra pas. Sa mère suit son père dans la tombe moins d'1 an plus tard, non, un peu plus d'1 an plus tard. Elle meurt elle aussi de la tuberculose. Et évidemment, la petite fille va sans doute manquer un peu d'affection. C'est une petite orpheline. Ce qui explique peut-être d'ailleurs son côté un peu rageur comme ça et les caprices assez nombreux dont elle est coutumière.
Cependant, l'éducation princière va faire son œuvre. C'est une éducation solide, vous savez, hein, quand on est enfant de France, ça ne rigole pas, si je puis dire. Et l'on va voir cette petite fille se polisser, devenir pieuse, acquérir une véritable capacité à étudier les choses. Elle est très intelligente, elle va finir même par atteindre un excellent niveau scientifique, ce qui est le grand plaisir à l'époque. Son statut à la cour va évoluer. Après la mort de son grand-père en 74, elle devient la sœur du nouveau roi, bien entendu, mais seulement Louis XVI a 10 ans de plus qu'elle. Alors que la princesse est encore une enfant, la question de son avenir se pose. À 11 ans, elle voit sa sœur aînée Clotilde quitter la cour pour aller épouser l'héritier du royaume de Sardaigne, à Turin. Ça, c'est un arrachement, une peine indicible, nous dit Alexandra de Broca. Il faut dire que ces deux petites sœurs étaient vraiment très unies, elles étaient espiègles, elles faisaient tout ensemble. Quant à un éventuel mariage pour elle, Élisabeth, eh bien ça y est, on commence déjà à en parler. Pourquoi pas l'empereur ou l'infant du Portugal ou un prince savoyard? Il faut dire qu'au-delà d'être un des partis les plus prestigieux d'Europe, évidemment, Élisabeth a par ailleurs de très belles qualités. Elle est pleine d'élégance, de finesse, de bonté. Son physique n'est pas parfait, c'est certain, mais il est agréable. Elle a une très belle chevelure châtain, regard clair, ça c'est ce qu'on dit généralement quand la jeune fille n'est pas divine, mais néanmoins, elle a quelque chose de très charmant, il faut le dire. Aucun projet de mariage ne va cependant se concrétiser et la piété d'Élisabeth incite certains à penser que, après tout, plutôt qu'une princesse mariée, elle ferait une excellente abbesse. Pourquoi pas? Louis XVI lui-même finit par faire la proposition et elle décline cette proposition, soulignons-le. En fait, les années passent. Il semble de plus en plus évident qu'Élisabeth va rester à la cour de France. Pourtant, il faut le reconnaître, sa position n'est pas toujours très agréable. Louis XVI et Marie-Antoinette ont tendance à la traiter un petit peu comme une petite fille, alors qu'elle n'est plus une petite fille. Et finalement, le roi rachète pour elle le domaine de Montreuil. Il y a une très grande famille qui vient de faire une faillite retentissante. Elle est très heureuse de ça. Elle va avoir son chez-soi, si je puis dire. Elle n'aura pas le droit cependant d'y rester dormir jusqu'à sa majorité. La majorité des filles à l'époque, c'est 25 ans, je me permets de vous le rappeler. Mais il n'empêche qu'elle va y passer des journées, elle est là dans ce qui est un peu devenu son refuge d'une certaine manière. Elle se consacre beaucoup à toutes sortes de bonnes œuvres et, semble-t-il, c'est bien à Montreuil, dans ce cadre idyllique, qu'elle rencontre un médecin, le docteur Dassy. Vous imaginez le monde qui sépare la pieuse princesse, sœur du roi de France, d'un simple bourgeois trentenaire qui en plus ne s'intéresse pas tellement aux missels et aux prie-dieu. La relation qui se tisse entre eux n'en est pas moins très forte, nourrie sans doute d'une grande estime. Élisabeth prenait plaisir à ses visites, sa conversation et son érudition, nous dit Anne Bernet. Ils avaient en commun la passion des sciences qui, au cours de promenades, sous prétexte d'herboriser, les avait rapprochés sans qu'ils s'en fussent rendus compte. Bien sûr, Élisabeth n'ignore rien des devoirs d'une fille de France. Elle est pétrie de tous les préjugés de son temps. Elle sait ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et malgré tout, on peut penser que d'une certaine façon, la princesse pourrait trouver un équilibre dans cette vie de princesse célibataire avec toutes ses occupations à Montreuil, à Versailles, puisqu'elle a quand même des obligations de la vie protocolaire, de la vie de cour. Tout ça pourrait durer très longtemps dans une forme de climat assez paisible, assez idéal, sauf que la Révolution française n'est pas loin. Un extrait de Monsieur de Poursognac sur Europe 1, la pièce signée bien sûr Molière et la musique Jean-Baptiste Lully. Alors si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, nous sommes à la fin des années 1780. La vie de Madame Élisabeth, la petite sœur de Louis XVI, cette princesse non mariée qui vit entre la cour et son domaine de Montreuil, pourrait suivre tranquillement son cours, comme vous nous la racontez. Mais voilà, Franck, que la Révolution éclate et remet tout en cause. Alors avant de poursuivre sur la vie de Madame Élisabeth, est-ce qu'on sait comment Madame Élisabeth perçoit les événements de ce printemps 1789 ? Ah ben oui, c'est une femme d'une grande lucidité. Vous savez, elle célèbre ses 25 ans le 3 mai 1789. C'est-à-dire qu'elle devient majeure. Ouais. Elle pourrait disposer d'elle-même, si je puis dire, à partir du moment où sont réunis les États généraux de Versailles. Et on voit très vite que la situation échappe à Louis XVI, qui par ailleurs vient de perdre un enfant, vous savez, vient de perdre son fils aîné, qui donc a l'esprit ailleurs, si je puis dire. Élisabeth est totalement, radicalement opposée à tout ce qui se passe, évidemment. Elle est vraiment
vraiment très dure contre la Révolution. Inutile de vous dire qu'elle est totalement aux antipodes. Dès le 29 mai, elle écrit « Tout va plus mal que jamais. La monarchie ne pourrait reprendre son éclat que par un coup de vigueur. Hélas, mon frère ne le fera pas. Et sûrement, je ne me permettrai pas de le lui conseiller. Dieu sait qu'elle pourrait, cependant. » Les événements suivent leur cours. Tout ça nourrit bien sûr l'inquiétude de la princesse. Assemblée constituante, prise de la Bastille, abolition des privilèges. À ses yeux, tout ça est incompréhensible. Vous imaginez, c'est le monde pour lequel elle vit qui s'effondre littéralement. Et la question de l'émigration va se poser, bien entendu. Après tout, son frère, le comte d'Artois, est parti dès le 15 juillet, dès le lendemain de la prise de la Bastille. Il est parti pour Turin. Élisabeth considère cependant qu'elle doit, c'est son devoir, rester auprès de son frère et de sa belle-sœur, peu importe les dangers. On devrait dire d'ailleurs de ses frères et de ses belles-sœurs, puisque le comte et la comtesse de Provence sont restés à Paris également. Tout ça, je dis à Paris parce qu'il va y avoir les journées d'octobre, vous savez, c'est l'émeute parisienne qui vient à Versailles chercher le roi, la reine et le dauphin, le boulanger, la boulangère et le petit mitron, et tout le monde veut la réinstallation de la famille royale à Paris. C'est comme ça que Madame Élisabeth, au milieu de sa famille, va se retrouver installée tant bien que mal dans un premier temps au palais des Tuileries. On se serre dans une voiture et la grosse berline royale emprunte l'avenue de Paris, cette grande avenue au centre de Versailles, vous savez, au centre de la patte d'oie là. Et on avance au milieu d'une foule qui est encore bon enfant. On est content de ramener le roi à Paris. Il n'y a pas encore les crachats qu'on connaîtra au lendemain de la fuite à Varennes, évidemment. Élisabeth est assise près de la portière et là, elle voit se profiler les murs, le portail de sa chère maison, de son adoré domaine de Montreuil. Elle a un petit geste et son frère lui dit « Vous saluez Montreuil ?» Réponse de Madame Élisabeth « Oh non, sire, je lui dis adieu. » Elle a compris ce qui est en train de se passer beaucoup plus vite que sa belle-sœur et infiniment plus que ses frères. Elle arrive donc au palais des Tuileries et tente de reprendre ses habitudes. En fait, on voit diminuer, fondre comme neige au soleil l'autorité royale pendant les mois qui suivent. Et c'est dans ce contexte que les relations au sein de la famille ont tendance à se tendre. La faiblesse des réactions de Louis XVI face aux réformes religieuses, notamment, indigne sa sœur. Rappelez-vous la piété fervente d'Élisabeth qui plaide sur ce chapitre-là pour une totale intransigeance. Un mépris qu'elle n'osait pas s'avouer lui serrait la gorge, nous dit Anne Bernet, la poussant à le juger justement puni de ses faiblesses, ses dérobades, ses lâchetés. Oui, aux yeux d'Élisabeth, Louis est faible. L'est-il seulement à ses yeux? Élisabeth agit face à la surveillance dont la famille est l'objet, pendant un temps avec l'aide du docteur Dassy, pour qui elle a toujours cette espèce d'inclination particulière. Elle fait sortir un certain nombre de courriers des Tuileries, elle cherche aussi à protéger ses proches, même si cela lui coûte beaucoup. Elle négocie une place pour Dassy auprès de son frère, le comte de Provence, qui à son tour a fini par émigrer, et le médecin cherche à la persuader à son tour de partir. Il faut qu'elle fuit, elle aussi. Seulement, il n'en est pas question. Élisabeth veut rester auprès de son frère, auprès du roi, même si les désaccords qu'elle a avec lui et avec la reine sont de plus en plus évidents. Au fil des mois, plusieurs plans sont mis au point pour organiser une fuite de la famille royale. Longtemps, les tergiversations de Louis XVI vont retarder les choses jusqu'au soir du 20 juin 1791, où Élisabeth, qui n'était pas au courant de ce qui se tramait, est prévenue qu'elle doit fuir les Tuileries. Une voiture attend la famille royale direction l'Est. Vous savez que le comte de Provence, de son côté, fuit par le Nord, et lui, sa fuite va réussir, en l'occurrence. C'est l'arrestation à Varennes. C'est cet épisode tellement effrayant, avec ce retour qui n'en finit pas dans cette voiture chahutée par une foule qui crache là cette fois carrément aux portières du roi, de la reine et de Madame Élisabeth. Elle est un peu quantité négligeable pour la foule, mais néanmoins on la mêle à la déréliction, à la haine générale, et tout s'accélère. Les Tuileries seront envahies une première fois le 20 juin 1792. Madame Élisabeth est prise pour Marie-Antoinette, et là il y a ce moment magnifique où la belle-sœur ne nie pas. On la prend pour sa belle-sœur, on lui veut du mal, eh bien elle ne dit pas le contraire. Et pourtant la lame est là qui menace. Elle reste ferme et elle lance: écartez votre arme, je sais que vous ne voulez pas me faire de mal. Et il y a cette force
intègre. Il y a cette espèce d'ascendant naturel chez cette femme qui fait que la situation se dénoue. Ce n'est que partie remise, évidemment. Le 10 août, la foule est de retour aux Tuileries avec cette fois des violences nettement plus impressionnantes. La famille royale, vous le savez, va devoir aller trouver refuge auprès de l'Assemblée législative dans la salle du manège des Tuileries. Louis XVI est suspendu, c'est, disons-le, la fin de la monarchie, ce sera bientôt le couvent des Feuillants et encore le lendemain la forteresse du Temple, cette prison du Temple où Madame Élisabeth va maintenant partager le véritable martyre de la famille royale. Ce qu'elle a vécu est dur, mais ce n'est rien face à ce qui l'attend. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, qui, elle, a décidé de ne pas émigrer. Elle reste auprès de son frère. La monarchie est donc en danger. Et le pire pour elle est à venir, Franck. Ah oui, la monarchie est même carrément plus qu'en danger, puisque en septembre, elle est carrément abolie au profit de la Première République. La famille royale est donc captive au Temple. Évidemment que Madame Élisabeth va être d'un grand secours à ce moment-là, parce que sa foi, sa douceur, sa présence très ferme sont un secours considérable pour les captifs, et notamment pour la belle-sœur. Je pourrais presque dire, je me demande en tout cas, et je poserai tout à l'heure la question à Alexandra de Broca, si les deux belles-sœurs ne se sont pas vraiment découvertes à ce moment-là seulement, dans les pires moments de ce qui est une marche au supplice déjà. Et cette abnégation, nous dit Anne Bernet, la sérénité que Madame Élisabeth conservait en toutes circonstances ou presque, commençait à faire effet sur son frère et sa belle-sœur. La reine, qui avait entretenu tant de préventions injustes contre elle, la sentait fondre, et Louis XVI, qui s'était agacé de l'obstination de sa cadette à demeurer près de lui quand il eût préféré la savoir éloignée, saisissait pensif la grandeur d'un choix et d'un renoncement médité qui avait poussé Élisabeth à rester. Ce choix héroïque lui ferait bientôt dire, c'est le roi qui parle, elle s'est attachée à mes malheurs comme tant d'autres s'étaient attachés à mes prospérités. Vous savez, il y a dans la vie ceux qui vous aident dans les moments où tout va bien et ceux qui vous aident dans ceux où tout va mal. Évidemment, Ils sont moins nombreux. Il va y en avoir tellement de malheurs maintenant pour cette famille. Le procès Louis XVI, bien sûr, son exécution le 21 janvier 1793, et puis quelques mois plus tard, le 16 octobre, l'exécution de la reine. Entre les deux, il y a eu l'arrachement du dauphin à sa mère, il y a eu cette séparation de la famille, etc. Et on voit la tante rester seule avec la nièce, Marie-Thérèse, Madame Royale, qui reste toute seule avec Élisabeth. Coupée du monde au point d'ignorer l'exécution de Marie-Antoinette, nous dit Simone Berthière, elles se soutinrent l'une l'autre, s'imposant une discipline de vie salutaire. Je dirais plutôt que c'est Élisabeth qui impose cette discipline, c'est Élisabeth qui va savoir tenir sa nièce. Et là où elle est magnifique, c'est au moment où, à son tour, elle est jugée. Oh, ça va être expéditif, hein, 3 heures, de 10 heures du matin à 13 heures pour juger tout son entourage. Instruction du procès lui-même, verdict et décision d'exécution. Tout ça fait que le 10 mai 1794, c'est-à-dire 20 ans jour pour jour après la mort de son grand-père Louis XV, Madame Élisabeth monte dans une de ces fameuses charrettes qui l'emmène place de la Révolution avec les bras liés dans le dos, vous savez, sous les huées de la foule. Et là, elle va faire la preuve de son incroyable nature. C'est-à-dire que cette femme, qui quand même a été particulièrement préservée au cours d'une vie qui, vous l'aurez compris, reste une vie de princesse de France, cette femme va devenir une sorte de sainte. Elle va assister chacun des compagnons, ils sont une douzaine avec elle, et on a décidé qu'elle serait guillotinée la dernière. Donc on l'installe au pied de l'échafaud, elle est là, et elle va aller les voir l'un après l'autre, les soutenir, les embrasser. Elle lance des chants, des cantiques, elle chante le De Profundis, au point que la foule qui au départ était rigolarde et goguenarde va finir par se taire et va finir par se glacer, se figer de respect devant cette femme qui monte la dernière à l'échafaud, qui glisse, qui dérape littéralement dans le sang de ses compagnons, qu'elle a poussé, qu'elle a soutenu d'une façon magnifique. Elle meurt avec le sourire, elle appartient enfin pleinement à Dieu. Bonjour Alexandra de Broca. Bonjour Franck Ferrand. Merci d'être avec nous. La fin d'Élisabeth de France
est évidemment le chapitre plus extraordinaire de sa vie. Nous allons en voir un certain nombre d'autres avec vous tout à l'heure, mais c'est vrai que cette exécution est une chose étonnante. De toutes les victimes de la Révolution française, Dieu sait qu'il y en a eu des guillotinés, elle est sans doute celle qui aura fait preuve de la plus grande fermeté. On ne l'a pas vue fléchir devant le couperet de la guillotine. On l'a pas vue fléchir. C'est peut-être pour elle un moment qu'elle attendait finalement. Une forme de délivrance. Une forme de délivrance avec cette fameuse foi qui vous porte, parce qu'encore une fois, il faut monter les marches jusqu'à l'échafaud. Et elle ne faiblit pas, elle n'a pas besoin d'être aidée. Ce qui est fou, c'est que cette légende de sa mort, de son exécution, puisqu'on a même raconté qu'il y avait eu après une odeur de rose sur la place qui s'était répandue, eh bien, continue, puisqu'en fait, elle est parmi les dernières guillotinées de cette période de la terreur. Oui, c'est très peu de temps avant Très peu de temps avant la fin, et son corps va être envoyé dans une fosse commune pas très loin aujourd'hui de la Madeleine, et on dit que son corps a été donc enterré et que quelque temps plus tard, c'est le corps de Robespierre qui est arrivé dans la même fosse commune qu'elle. Donc le symbole et la force de Madame Élisabeth se terminent en apogée, on va dire. Elle a été, alors évidemment, elle n'a pas la faveur de l'historiographie, ou en tout cas pendant longtemps elle ne l'a pas eue, ne serait-ce que parce qu'elle était farouchement anti-révolutionnaire, donc ça a beaucoup déplu des générations d'historiens, évidemment. Oui, j'ai envie de modérer un tout petit peu ça, parce que ce que je trouve aussi intéressant, c'est que lorsqu'elle est à Versailles adulte, elle est tout de même très très critique à l'égard du mode de vie et des abus de la reine, de la cour. Elle est très critique du fait que les aristocrates ne payent pas d'impôts. Et elle est très attentive à la pauvreté ambiante. C'est-à-dire qu'en fait, on doit pouvoir dire, et c'est vrai que j'ai été moi-même assez surpris en travaillant sur son cas, là, il y a quelque temps, de voir à quel point ses lectures sont des lectures très modernes. Elle est une rousseauiste. Elle lit tous les grands auteurs du temps. Elle n'est pas prude du tout. Elle lit même le théâtre un petit peu tendancieux. Tout ça ne la dérange pas. Au contraire, simplement, elle aurait sans doute été pour une ouverture, une amodiation de la monarchie, et pas du tout pour sa suppression, et encore moins pour la constitution civile du clergé, qui pour elle est une hérésie absolue, bien sûr. Donc c'est une femme qui est très ferme sur ses convictions, mais qui aurait été beaucoup plus ouverte aux innovations que son frère, finalement. Elle est entourée d'hommes, des scientifiques, des physiocrates, c'est-à-dire des gens qui pensent que c'est l'homme qui dirige l'homme et non pas Dieu, et ça, elle l'accepte. Et s'il n'y avait pas eu tous ces excès et cette violence qu'elle exècre, elle aurait peut-être réussi à accepter une monarchie constitutionnelle. Probablement même. Alors nous allons revenir sur la vie d'Élisabeth depuis son enfance, sur laquelle je suis passé très vite, et elle mérite cette enfance qu'on s'y attarde, car elle est pleine de petites pépites. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi sur Europe 1 de Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, et nous allons plus loin avec votre invité. Vous recevez Franck Alexandra de Broca, qui est historienne, spécialiste de la Révolution française et auteur de La sœur du roi, un roman paru chez Albin Michel en juin dernier. Et oui, on pourrait même dire la toute petite sœur du roi Louis XVI, puisque quand Louis XVI monte sur le trône, il dit qu'il est trop jeune, c'est sa première déclaration, nous sommes trop jeunes pour régner, dit-il, et il a 20 ans effectivement, mais sa sœur, elle n'en a que 10, c'est encore une petite fille, et ce frère va lui servir un petit peu de père ou de tuteur d'une certaine manière. Elle a le roi pour tuteur, cette petite fille. Elle est assez difficile, c'est un personnage qui a du caractère, Alexandra de Broca. Oui, c'est un personnage qui d'abord a eu le privilège de vivre des moments intenses avec Louis XV, puisque ce grand-père a été touché, Papy gâteau. a été touché par cet enfant solitaire, orpheline, et il lui a permis de l'accompagner lorsque les après-midi, il se rendait au jardin botanique du Trianon, qui malheureusement a disparu, mais qui était un lieu de recherche horticole importante et de botanique. Et elle a appris avec son grand-père cette passion pour les fleurs, les arbres et tout ça. Et donc elle a
connu ce grand-père. Et évidemment, sa mort est pour elle une tragédie, une de plus, on va dire. Alors la mort de Louis XV, c'était donc en 74. Elle a 10 ans. On la tient un peu à l'écart. Elle ne participe même pas aux cérémonies funèbres en vérité. Donc elle est sous la tutelle de sa gouvernante. Et heureusement qu'il y a sa sœur, Gros Madame, à laquelle elle s'accroche littéralement. Gros Madame, c'est Madame Clotilde. Oui, on l'appelle comme ça parce qu'elle est assez Mais Madame ronde. Elisabeth aussi, avec quelques soucis d'embonpoint. Il semble que dans la famille, il y ait quelques difficultés et que lorsqu'on est seul et qu'on a froid dans ses maisons, dans ses pièces mal chauffées à Versailles, On mange. on grignote. Et donc cette petite fille va tenir tête à certaines de ses gouvernantes. Enfin, elle a quand même une capacité à s'imposer et elle va nouer tôt des amitiés qui seront les amitiés de toute une vie. Ça, c'est très important, l'amitié chez Madame Elisabeth. C'est peut-être même le plus important de son existence. Je le crois. Il y a 2 amitiés. La première est une amitié d'un homme qui va prendre beaucoup de place et qui est l'aumônier, qui va être le médecin et qui va être un peu cette figure paternelle ou disons le parrain, et qui l'entraîne très vite à s'intéresser à tout ce monde de la science et du progrès qui explose à cette période du XVIIIe siècle. Donc très vite, elle pose des questions et quand il lui dit qu'elle est trop jeune pour y répondre, elle refuse cette réponse et elle demande et elle lit et elle s'intéresse à tout ça. Et l'autre, c'est une très jolie amitié avec la fille de Madame de Macao, Angélique. Qui était elle-même gouvernante. Oui, et elles ont été très très proches. Elles se sont écrites des lettres magnifiques et des lettres dans lesquelles on perçoit mieux le mode de vie d'Élisabeth et son intimité. Oui, et ces lettres à celle qui deviendra Madame de Bombelle, ces lettres sont peut-être la meilleure source qu'on puisse avoir sur son existence, parce qu'elle n'a pas laissé de mémoire, mais elle a laissé en revanche cette impressionnante correspondance dans laquelle elle fait la preuve d'une très grande indépendance d'esprit, d'une grande sûreté de jugement. C'est quand même assez amusant de voir ça, parce que l'image qu'on peut avoir a priori comme ça de Madame Elisabeth, c'est celle d'une princesse très réservée, très éteinte, très discrète, très pieuse, qui passe beaucoup de temps en prière et en broderie, disons, voilà l'image qu'on a. Et en fait, lorsqu'on lit ces lettres, on se rend compte qu'elle a, sur les différents aspects de la vie politique, sociale, culturelle de son temps, des avis bien tranchés. Et c'est assez étonnant d'ailleurs. Mais finalement, elle n'a pas grand-chose à perdre. Elle ne peut pas se marier, parce qu'on n'a pas trouvé un mari à son rang. À son niveau, oui. Elle ne veut pas rentrer dans les ordres. Donc elle est un peu libre de parole. Parfois elle fait penser, sans le côté, mais elle fait un peu penser à la Palatine, qui se permettait d'écrire des choses absolument exceptionnelles. Bien finalement, elle se confie, elle est beaucoup plus mesurée et convenable. Mais et puis c'est quelqu'un qui n'aime pas la broderie, qui n'est pas du tout intéressé par les jolies robes et les bijoux et tout ça. Ça ne l'intéresse pas du tout. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle critique beaucoup de l'attitude de la reine, de Marie-Antoinette. Elle fait quand même des travaux d'aiguille avec ces dames, mais parce qu'on va lui constituer une maison sur le tard, mais elle a 2 passions, avec Montreuil qui sera la 3e et dont nous parlerons tout à l'heure. Elle a 2 passions, c'est la lecture et le cheval. Oui. Et c'est une cavalière émérite qui monte, bien entendu, en croupe et non pas comme les dames. Elle chasse, elle suit les chasses, elle monte tous les matins. Et c'est une femme d'action, c'est comme une femme, on va dire. Elle nourrit elle-même ses chevaux, etc. Voilà. Alors elle va bénéficier de la générosité de son grand frère qui, peut-être pour se faire pardonner d'ailleurs son attitude à bien des égards. Il faut dire que Marie-Antoinette ne l'aimait pas au début, cette petite fille. Elle la trouvait, elle aurait voulu la voir beaucoup plus, avec un caractère moins trempé peut-être, beaucoup plus docile. Louis XVI va offrir à sa petite sœur une maison extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est que c'est un très grand et beau parc avec des écuries, des communs, etc. Une très jolie maison où elle va pouvoir aller passer les journées seulement, parce qu'il faut qu'elle rentre dormir le soir à Versailles. Attention, on ne veut pas prêter le flanc au commérage, bien entendu. Oui, et ce qui est fou dans l'histoire de Madame Elisabeth, c'est Louis XVI lui avait donné cette maison en lui disant qu'elle pourrait dormir dans cette maison le jour de sa majorité. Et le jour de sa majorité, c'est le 3 mai 1789, et Versailles est envahi puisqu'il y a les États généraux, et Louis XVI avoue son impuissance à protéger sa sœur et à lui garantir sa sécurité. Donc elle ne pourra pas y dormir.
Finalement, elle a rêvé de ça pendant des années. Et le moment où l'âge enfin lui permettrait d'aller tranquillement chez elle, se reposer, vivre pleinement chez elle. Son statut de reine l'en empêche. Eh oui, de quasi-reine en tout cas, de sœur de roi reine. pour être plus exact, et de sœur de reine, bien entendu. Alors nous allons dans un instant parler d'un personnage qui a joué un rôle important dans sa vie. C'est ce médecin qui aura été son amour platonique, ce docteur Dassy. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Madame Elisabeth cet après-midi jusqu'à 15h et vous êtes déjà pour cette première de la saison très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Nous sommes ravis de vous lire sur la page Facebook au cœur de l'histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. Il y a Louis, parce qu'on lit vos messages mais on voit de très belles choses aussi. Il y a Louis sur Twitter qui vient de poster un portrait par Elisabeth Vigée-Lebrun de Madame Elisabeth, justement, très joli portrait. Merci beaucoup à vous Louis avec le hashtag ACDH. Et vous recevez Franck pour en savoir plus sur Madame Elisabeth, Alexandra de Broca qui est historienne et auteure de La Sœur du Roi paru chez Albin Michel. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors on sait que vous connaissez très bien la Révolution et que c'est votre période de prédilection, Alexandra de Broca. On se rappelle votre ouvrage sur Madame Royale. Mais pourquoi Madame Elisabeth? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur la petite sœur de Louis XVI? Lors de mes recherches pour le premier livre sur la fille de Louis XVI, j'avais été totalement bouleversée par la lettre que Madame Elisabeth a écrite quelques jours avant sa mort, où elle donne des instructions à sa nièce sur comment survivre en prison. Et ça, c'est entre parenthèses, c'est un document que pourraient lire tous les prisonniers du monde entier, quelle que soit l'époque, car c'est un véritable conseil sur la façon de se maintenir, en fait. Voilà une femme qui a vécu à Versailles toute sa vie et qui écrit « Conservez ma nièce de la nourriture dans le poêle au cas où les rations de nourriture viendraient à manger. Faites de la gymnastique tous les jours. Récitez les fables de La Fontaine, etc. etc. » Et elle dit même à la fin, ne demandez jamais rien à personne, n'oubliez jamais ni votre rang ni votre sang, confiez votre sort à Dieu et jamais aux hommes. Et lorsque j'ai lu cette lettre, je me suis dit, mais qui peut écrire ça? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une telle différence entre ce qu'on imagine de cette princesse de sang et cette femme capable de survivre en prison et effectivement de penser à des choses aussi basiques que la nourriture. Oui. Et j'ai donc eu envie de continuer. Alors, et je n'ai pas été déçue. Sur votre chemin, dans vos recherches, vous avez croisé, parce qu'on le croise forcément, celui qui au début est un ami, et puis un ami de plus en plus cher de la princesse, c'est ce fameux docteur Dassy. Alors, il est évident que vous avez été obligé d'imaginer ce qu'on ne sait pas pour les besoins du roman, si je puis dire. D'abord, que sait-on clairement du docteur Dassy? Alors, on sait deux choses du docteur Dassy. C'est qu'il a été l'adjoint du docteur Lemonnier, lui-même médecin des enfants de France. Et on sait par une lettre qu'on a retrouvée de sa femme, là encore nous revenons dans cette légende extraordinaire de la mort d'Élisabeth, on sait qu'il a assisté à la mise à mort d'Élisabeth, qu'il est rentré chez lui, qu'il s'est couché et qu'il en est mort. Alors la romancière que je suis parfois, évidemment, a trouvé là un personnage totalement extraordinaire et j'ai eu envie d'ébaucher le portrait finalement de l'homme des Lumières. Un homme qui vivrait pour son métier, qui vivrait pour le progrès et qui vivrait loin de Dieu et avec l'espoir que ça ira mieux. Ce qu'il faut dire, c'est que le docteur Dassy est originaire de Strasbourg et qu'il est protestant. Alors ce qui n'est pas évident à la Cour de France. C'est une liberté que j'ai prise, mais parce que j'étais très intéressée par le fait que l'on dit toujours que c'est la Révolution française qui a donné un état civil aux protestants. Et à mon sens, ce n'est pas tout à fait exact. C'est Louis XVI qui a commencé en copiant ce qu'avait fait Joseph II, son beau-frère, le frère de Marie-Antoinette, en Autriche. Et je trouvais intéressant d'imaginer une situation où finalement on est pour des choses, mais pas dans sa famille. Et je trouvais d'évoquer la situation des protestants au XVIIIe siècle en France m'intéressait beaucoup. Et en l'occurrence, ce sont un peu deux personnes qui n'avaient rien pour se rencontrer, qui vont finir par se trouver. Quelle a été, d'après vous, la nature de leur amitié? Est-ce qu'elle a vraiment été amoureuse du docteur Dassy, Elisabeth ?
Lorsqu'elle écrit à Angélique de Bombelle « L'homme qui était beau », déjà, on est touché. C'est que tout d'un coup, on voit une adolescente qui est sortie de Versailles, qui s'est échappée des grilles du palais, et c'est une connivence. Oui, je pense qu'ils ont partagé un sentiment très amoureux, tout en étant conscients que les interdits étaient très forts et que son statut ne pouvait pas l'autoriser à aller plus loin. Mais peut-être avait-il aussi l'espoir que les choses changeraient avec le temps, finalement. Et avec la fameuse révolution, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À ce moment-là, ce pouvait être plus facile. Mais c'est forcément un sentiment d'admiration et de passion pour toutes ces sciences et pour tout ce progrès de cette époque. Je rappelle que c'est tout de même une époque où les premières expériences de montgolfière se passent à Versailles. Oui. Ce sont les expériences où on découvre l'électricité. Oui. Franklin est en France avec son paratonnerre. Et puis aussi, c'est un monde d'espoir. C'est un monde où on part aux États-Unis pour offrir une nation à un peuple en guerre. Donc finalement, tout est permis entre 1780 et 1789. Vous êtes allé à Montreuil, j'imagine, sur les pas de la princesse ? Oui, j'étais très touchée, aimant particulièrement les jardins. J'ai été très touchée par ce jardin, parce que même si la maison ne conserve pas grand-chose d'un point de vue strictement architectural, on sent ce jardin à l'anglaise avec ses immenses arbres, et ce n'est pas gigantesque. Et puis je suis émue parce que Madame Élisabeth n'a jamais eu d'enfant. Elle adorait son neveu et sa nièce. Elle a été extraordinaire avec eux. Je pense que c'est une des raisons aussi qui fait que Louis XVI a aimé sa sœur. Et voir aujourd'hui ce jardin avec des enfants, puisque c'est un jardin public, je pense qu'elle serait heureuse de voir ça. Oui, et elle y est peut-être un peu d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle était une femme de très grande bonté, qu'elle a organisé incroyablement, un dispensaire, toutes sortes de bonnes œuvres. Elle ne faisait pas Marie-Antoinette. Non, moins en tout cas. Elle était ce qu'on appelle la bonne dame de Montreuil, et tous les pauvres savaient que si l'on voulait être nourri, avoir un peu quelque chose de chaud, il fallait aller chez Madame Élisabeth qui distribuait. Elle a l'essentiel de sa fortune, qui était importante évidemment, elle avait la dotation d'une princesse de France, passait dans le soutien aux pauvres en fait. Que ce lieu soit public aujourd'hui, accessible à Versailles, je trouve que ça lui va très bien. Alors oui, c'est tout au bout de cette fameuse avenue de Paris, à Versailles, ce domaine de Montreuil. Nous allons dans un instant aller le visiter, et il se trouve que la personne qui nous y reçoit était parfaitement indiquée pour faire la maîtresse de maison aujourd'hui, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur du XVIIIe siècle cet après-midi sur Europe 1, au cœur de l'histoire de Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI. Il est temps maintenant d'aller sur ses pas, les pas de Madame Élisabeth, et nous allons suivre au domaine de Montreuil notre guide Clémentine Portier-Kaltenbach, chroniqueuse d'histoire à Femme Actuelle Jeu. Bonjour Clémentine. Bonjour. Vous connaissez bien le quartier de Montreuil à Versailles. Je connais mieux le quartier de Montreuil à Versailles et sa station de RER que le domaine de Madame Élisabeth. C'est différent. Hélas, mais j'ai découvert à travers elle, car je dois reconnaître que ça n'est pas un personnage qui m'était familier, une figure d'âme forte et bien trempée, extrêmement aimable, extrêmement impressionnante. Et j'étais surtout très étonnée que à cet âge et à cette époque, elle ait réussi à imposer de ne pas se marier, de ne pas devenir abbesse, de rester à Versailles et éventuellement même de tomber amoureuse de ce jardinier qui me fait penser, ce médecin, botaniste, vous disiez-vous, qui me fait penser furieusement au personnage de Jane Austen, Darcy. Ça n'est pas Darcy, mais le beau Darcy. Alors, j'espère vraiment de tout cœur que Madame Élisabeth du haut du ciel, en effet, a vécu l'amour, fut-il platonique, pour ce beau Darcy à la française. Alors, et ce domaine, oui, bien sûr, le domaine, c'est un cadeau que lui fait Louis XVI. Alors, ça a été très joliment offert, qui donne sans façon, qui n'oblige personne. La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Louis XVI a confié à sa femme le soin d'offrir le domaine à sa belle-sœur. Alors, on voit un après-midi Marie-Antoinette dire à Madame Élisabeth, ma sœur, puisqu'elle s'appelait entre elles ma sœur, venez donc avec moi, nous allons faire une promenade au champ. Et finalement, la reine part dans son petit carrosse et on s'arrête devant un très beau domaine, on descend, la princesse trouve tout très joli, elle trouve magnifique, et au bout d'un moment, la reine se tourne vers elle et lui dit:
Que vous dit-il de cette maison? Oh, c'est magnifique, dit Madame Elisabeth, qui connaissait bien les lieux, puisqu'ils appartenaient jusqu'alors à la famille de Guéméné. Et Marie-Antoinette lui dit, eh bien, ma sœur, vous êtes ici chez vous. Ça a dû être un moment formidable pour elle. Joyeux anniversaire, oui, c'est un beau cadeau. Et puisque Louis XVI l'avait racheté en 1783 au Guéméné, qui était empêtré dans un scandale financier compliqué. Et donc, oui, en effet, cadeau d'anniversaire, où finalement, c'est étonnant, parce que quand on pense que cette femme a été appelée la bonne dame de Montreuil et totalement identifiée à ce domaine, alors que vous le disiez tout à l'heure, tous les deux, elle n'y a vécu que 6 ans et sans y avoir jamais dormi. Mais dès lors que le domaine lui est ouvert, les bâtiments ont fait l'objet d'importants travaux qui sont entrepris par Jean-Jacques Huvet, qui était l'inspecteur des bâtiments du roi. Et le bâtiment est reconstruit dans un style néoclassique avec des jardins au goût anglo-chinois, des grottes, des bosquets, des cours d'eau. On adore ça à l'époque. Et là, bien sûr, il ne reste que quelques éléments de ce jardin, parce que les bâtiments eux-mêmes, Franck, à ma connaissance, pas une pierre. Maintenant, nous pouvons le dire grâce aux travaux que vient de faire l'année dernière Odile Caffin-Carcy à la demande du conseil départemental des Yvelines, qui est propriétaire des lieux et qui vient de publier une petite plaquette interne, je précise, sur ce domaine de Montreuil. Et d'après les travaux d'Odile Caffin-Carcy, on se rend compte qu'il n'y a rien finalement de la demeure même de Madame Elisabeth mais néanmoins, il y a l'esprit, si je puis dire. Et c'est un quartier qui reste de Broca, c'est que ça reste à la fois la seule résidence princière à Versailles conservée dans son intégralité, même si les bâtiments n'ont plus rien d'époque, et elle est encore là par l'esprit. De même que, vous savez, dans ce jardin de la chapelle expiatoire, dont les arbres ont été plantés à la demande de Chateaubriand, on sent quelque chose de cet esprit romanesque de Chateaubriand et de ce monde englouti, alors que tout ça est totalement factice d'une certaine manière. Donc oui, elle est encore là en esprit comme Marie-Antoinette et au hameau de Versailles. Alors que fait-elle quand elle est à Montreuil? Alors vous le disiez tout à l'heure, pêche naturellement, un peu des on pêche beaucoup, d'ailleurs c'est un aspect qu'on oublie aujourd'hui. La pêche à la ligne la pêche a beaucoup de succès, mais ça revient à la mode d'ailleurs, la pêche. Et alors elle a des activités de dame, mais plus ou moins heureuses, parce qu'apparemment elle joue de la harpe et elle chante comme une casserole. Elle peint aussi, elle avait un certain talent de peintre, de dessinatrice. Je crois savoir qu'au château de Versailles, il y a encore des dessins de Madame Elisabeth qui sont exposés. Et puis vous parliez bien sûr des mathématiques, de la géographie. Moi je voudrais quand même évoquer le rôle de Madame de Marsan, qui les a tous marqués considérablement, ces jeunes princes. Parce que il faut dire qui est Madame de Marsan. Leur préceptrice, enfin le goût de la géographie. Gouvernante, oui. Le goût de la géographie de Louis XVI, le goût de l'étude du comte de Provence, cette curiosité pour la connaissance. Certainement, il y a eu l'empreinte de cette Madame de Marsan, parce qu'ils étaient, eux, privés de parents. Et quand vous parlez de son goût pour les sciences, c'est elle qui fait pratiquer l'inoculation pour la variole dans son domaine de Montreuil, justement. Elle s'est attachée, les habitants, vous le disiez, par de nombreux actes de charité. Et alors ce domaine, bien sûr, après sa mort à la Révolution, il s'en est passé des choses. Il a été vendu aux enchères, devenu un hôpital militaire, reconverti en manufacture d'horlogerie. Il y a eu un collège technique bâti sur le terrain, des immeubles résidentiels absolument partout. À bien des reprises, y compris à une période relativement récente, là, dans les années 70, on pensait y faire carrément un grand programme immobilier avec des immeubles et tout. Heureusement, ça a été arrêté. C'est d'ailleurs, nous fêtons en ce moment le cinquantenaire du classement du domaine de Madame Elisabeth. C'était en janvier 1967. Heureusement, ce lieu nous a été conservé, parce que le parc, le jardin est un enchantement. Pour la première exposition qui avait été consacrée à Madame Elisabeth en 2013, il y avait, vous savez, entre les deux lieux d'exposition, des taupières, c'est-à-dire ces sculptures végétales en forme d'animaux. On a fait des carrés de végétalisés avec des plantes médicinales en hommage à son médecin. Donc ça reste un endroit très chargé et très romanesque aussi. Alors allez déambuler dans le domaine de Madame Elisabeth, près de l'avenue de Paris, cette monumentale avenue de Versailles, et pensez au beau Dacy, qui n'est pas donc le beau Darcy, il manque une lettre, mais bon, on peut quand même rêver qu'il y a eu de l'amour sous ces ombrages. Exactement, et c'est un autre Versailles d'une certaine manière. Merci beaucoup Clémentine. Je rappelle le titre du roman d'Alexandra de Broca, La sœur du roi, c'est paru chez Albin Michel. Europe 1 au cœur de l'histoire. Tous les
jours, désormais, Lorena viendra nous donner son adresse. Parce que alors, depuis un peu plus d'un an, vous nous régaliez avec toutes sortes de bonnes choses, de bons lieux. Voilà. Mais alors là, je vous demande un exercice qui est très particulier, Lorena, c'est de nous donner une adresse particulière. En l'occurrence, sur les pas de Madame Elisabeth. Vous êtes allée à Versailles et vous nous avez trouvé quoi à Versailles? Alors, un restaurant-théâtre à Versailles qui s'appelle Réminiscence et en fait qui vous convie à la table des rois Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, aux intrigues de la cour et on dîne comme au grand siècle. Donc la patronne en fait avait envie d'offrir un véritable voyage dans le temps. C'est assez réussi. Ah oui, parce que alors j'ai assisté moi à 2 représentations, je sais pas si on peut appeler ça comme ça puisqu'on est en train de dîner en même temps, mais vous avez des comédiens, de bons comédiens je précise, hein, qui viennent en tenue bien sûr et qui vous disent des textes mais qui ont une saveur formidable. Oui, en fait ils déambulent et vous en fait c'est du théâtre à la table, chaque comédien vient auprès de vous en fait et c'est le client qui choisit la pièce en fait qu'il veut voir interpréter et donc il y a 3 pièces qui ont été écrites par Marine Monteau qui est une comédienne et metteur en scène qui connaît très bien l'Ancien Régime effectivement et qui aime ça et donc il y a 3 pièces, Scandale à la cour du roi Soleil, Louis XV et ses liaisons dangereuses, Le Nôtre et les secrets des jardins et en fait elle s'est inspirée de livres d'histoire pour raconter toutes ces anecdotes et en fait on y est, on se sent là-bas. Complètement, c'est vraiment très réussi, hein, encore une fois je le dis. Les plats sont à l'ancienne. Si on veut dire, côté cuisine, en fait, les plats sont inspirés de recettes d'époque. Là aussi, la chef Marie Bain est allée puiser dans les ouvrages de référence et notamment chez François Massialo dans son nouveau cuisinier royal et bourgeois. Et donc, bien sûr, les recettes ont été remises au goût du jour pour qu'elles nous plaisent quand même. Et donc, vous avez 3 menus thématiques, chasse, pêche et potager. Les menus changent tous les 2 mois. En ce moment, vous avez une truite à la sauce champagne, tirée de François Massialo, de la perdrix bientôt. Enfin, c'est assez remarquable. Même de la rhubarbe, on trouvait des plats versaillais, oui, quoi. Disons des plats versaillais. Des plats versaillais, une ambiance, un décor versaillais, des comédiens qui viennent vous dire, bref, vous êtes complètement... Et les costumes aussi, qui sont faits par des couturières de Marly-le-Roi et de Versailles. Formidable. Merci beaucoup, Lorena. Si vous avez à chaque fois et chaque jour une adresse de ce genre à nous proposer, moi, évidemment, je suis preneur. Je me rends compte, entre parenthèses, vous voyez comme les choses évoluent dans la société progressivement. Nous sommes 7 autour de cette table. Et vous êtes le seul homme. Voilà. 6 femmes avec moi, heureux homme. Vous imaginez ça? Vous avez beaucoup de chance. Merci beaucoup. Merci Anissa. Merci à vous Franck, on se retrouve demain à partir de 14h sur Europe 1. Vous nous emmènerez au cœur de l'histoire d'une saga familiale. Et quelle famille? Les Rothschild. Rothschild, tous les Rothschild. Elle n'est pas tout à fait Rothschild, mais alors elle a énormément de choses à nous dire. Mais j'habite pas loin du parc Rothschild. Est-ce que ça compte? À mon avis, ça peut compter pour vous. Voici Isabelle Quenin. Bonjour Isabelle. Bonjour Franck. Alors moi, je vais vous parler de chronobiologie. Notre organisme est-il fait pour vivre au rythme des saisons? D'ailleurs, Franck, vous êtes plutôt du matin ou du soir? Plutôt du soir. Plutôt du 14h. Non, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Voilà. 14, moi, je suis du 14h. En savoir plus sur la chronobiologie pour apprendre, peut-être, tout simplement pour vivre mieux. Merci beaucoup Isabelle. Nous allons écouter ça avec beaucoup d'attention et nous nous retrouvons demain à 14h sur Europe 1.